où vous nous suivez. Madame, monsieur, bienvenue dans votre magazine qui vous affectionne bien dans vos maisons. Le magazine Autour du plan. Je sais que vous êtes très nombreux à nous suivre en ces moments. Oui, l'on en parle avec tant de procès en cours au niveau de la justice congolaise. Vous le savez, l'arrestation de beaucoup des autorités congolaises. Peut-on dire que la justice est en train de dévorer les siens ou comment? Alors l'on en parle parce que c'est vrai chaudron bouillonnant en République démocratique du Congo et on ne sait pas à quel sens c'est voué. Ici sur ce plateau, nous avons pour vous Seth Kikouni, vous le savez, un candidat malheureux à la présidentielle de 2018, acteur politique. Avec lui, nous allons décrypter l'actualité politique de l'heure. Déjà, à qui je dis bonsoir, Seth Kikouni. Bonsoir. Alors, après un laps de temps, aujourd'hui, vous signez votre réapparition sur les antennes de Télé+. Votre nom? Oui, bon, vous savez, l'actualité l'oblige. Hein. Parfois, l'opinion nationale a besoin d'écouter la version des gens qu'ils aiment beaucoup écouter. Alors, je n'ai pas pu déroger à la règle. Je suis venu donner mon point de vue par rapport à tout ce qui se passe, parce que la situation, l'actualité politique l'oblige. Parce que l'actualité politique l'oblige. Alors justement, avec vous, nous allons nous pencher d'abord sur les dossiers et les procès Vitali Kamere avant d'entrer dans les méandres de cette émission Autour du plan. Qu'est-ce qu'il y a dans l'opacité dans l'affaire de Vitali Kamere? Est-ce vraiment pour les détournements des fonds alloués au programme des 100 jours de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ou carrément il y a une main noire dans le but de déstabiliser Vitali Kamere? Parlons des échéances électorales prochaines, je dirais, à la présidentielle de 2023 ou comment? Votre mot? Écoutez, en ces moments, seule une analyse scientifique, une explication politique est possible. On ne peut pas entrer dans des spéculations parce que le procès vient à peine de commencer. Il faut que Vitali Kamere puisse s'exprimer. Il faut que le ministère public puisse mettre sur la table les faits qu'il reproche à Vitali Kamere, que nous allons tous découvrir, comme je l'ai dit. Mais il y a une explication causale à ce qui se passe. Ce pouvoir était venu aux affaires avec des promesses faites à la population. Et une fois arrivés au pouvoir, ils ont décidé d'improviser le programme qu'ils ont appelé le programme de 100 jours. Ils l'ont mis en pratique, mais ça n'a pas porté les fruits qu'il fallait. Donc ça a perturbé la bonne marche de l'économie. Et il y a eu des revendications au niveau populaire. La population voulait savoir ce qui s'est passé. Parce que non seulement en tant qu'opérateur économique, je peux vous le dire que notre économie a régressé à cause de la circulation lente de biens et de personnes, mais aussi les ménages ont aussi été affectés parce que, imaginez, quelqu'un qui gagnait 300 $ était désormais obligé de dépenser, au lieu de 50 $, plus de 100 $ juste pour le transport parce qu'il y avait des travaux partout et les transports publics ne pouvaient plus faire des courses comme avant. Ce qui a fait que les gens commençaient à revendiquer. On voulait savoir ce qui se passe, pourquoi est-ce que les travaux prévus pour 3 mois ne finissaient toujours pas, il n'y avait pas d'avancement. C'est en ce moment-là que le système a décidé de réagir et le système nous a présenté un coupable. Et ce coupable, d'après les éléments en possession de la justice, s'avère être Vitali Kamere. Vitali Kamere. Donc il y a des indices sérieux, des culpabilités à sa charge. Bien sûr, s'il est encore à Makala, c'est qu'il y a des indices. Et nous allons maintenant découvrir dans la suite du procès ce qui lui est exactement reproché. C'est vrai qu'il y avait lecture le premier jour de la procès, du procès, des faits qui lui sont reprochés. Mais la partie de Vitali Kamere avait besoin de plus d'éléments de son côté. Il avait besoin d'accéder aux dossiers qui sont entre les mains du ministère public. Et nous sommes dans l'obligation d'attendre pour voir ce qui va se passer. Donc l'explication causale montre qu'il y a eu un problème
et la population, le peuple a fait des revendications et le système a réagi. Voilà ce que nous pouvons dire pour l'instant pour un départ. Le système a réagi. Alors, lorsque Vitali Kamere démystifie les 9 autres collaborateurs censés superviser les programmes de 100 jours de Félix Tshisekedi Tshilombo, alors pourquoi cherche-t-il de bouc émissaire? On ne sait pas. Qu'en est-il au juste? Il ne cherche pas de bouc émissaire. Il essaye tout simplement de dire que... Il ne veut pas mourir tout seul, aller tout seul dans les dossiers. Ça n'a rien à voir... certaines personnes dans cette affaire? Ça n'a rien à voir avec tout cela. Parce que Vital Kamere, le poste qu'il occupait, directeur de cabinet, c'est une fonction. Il n'était qu'un élément dans un ensemble cohérent. Et cet ensemble, c'est la présidence de la République. D'accord. Alors, dans ce procès, on ne peut pas penser Vital Kamere comme individu. On doit penser Vital Kamere comme directeur de cabinet qui exécutait... En quelque sorte, tout passait par lui. Il exécutait le programme de la présidence de la République. Donc, il avait une fonction. C'est le point qu'il a essayé de soulever ce jour-là dans le procès, que il a exécuté le programme de 100 jours en tant que directeur de cabinet. Il n'était pas le seul à l'exécuter. Il y avait toute une liste, une dizaine de personnes qui l'accompagnaient dans l'exécution de cette tâche-là. Donc, à mon avis, et scientifiquement parlant, ce serait très erroné de notre part de considérer Vital Kamere comme un élément à part. Parce que Vital Kamere, en réalité, appartient à ce tout-là, à cet ensemble-là qu'on appelle présidence de la République. Les faits qui lui sont reprochés, si il a travaillé à contre-courant, s'il a travaillé de façon solitaire au sein de ces institutions-là, c'est ce que nous allons découvrir au niveau de la justice. Mais pour l'instant, nous savons que Vital Kamere était directeur de cabinet du président de la République. Vous êtes sans ignorer qu'aujourd'hui, vous êtes sans ignorer qu'il y a des indices sérieux de culpabilité à charge de Vital Kamere, bien sûr. Pensez-vous qu'une liberté provisoire, qu'une mise en liberté provisoire lui sera-t-elle favorable au regard de la gravité du procès? Je crois que ces avocats ont déjà demandé la liberté provisoire à 3 reprises. Est-ce qu'il lui sera certainement favorable? Non, mais toutes ces demandes ont déjà été rejetées. C'est à la justice, c'est au parquet, c'est au magistrat d'évaluer ces demandes-là. Coûte que coûte, il ira à la prison centrale de Makala. Il bénéficie de la présomption d'innocence comme tout citoyen congolais. Je ne peux pas conclure. Non, mais je ne peux pas conclure que Vital Kamere sera forcément condamné. C'est ce que nous allons découvrir. C'est pourquoi je dis, à côté de l'approche juridique, il y a l'approche politique. Donc nous, en tant qu'acteurs politiques, nous observons les faits et nous ne pouvons qu'interpréter ce que nous voyons via les discours tenus par les acteurs impliqués. Justement, dans cette même interprétation, puisqu'il y a 2 indices, des éléments palpables à sa charge, peut-on dire aujourd'hui qu'il va passer le reste de ses jours à la prison centrale de Makala? Coûte que coûte, il sera condamné. Si Vital Kamere est condamné, si les éléments en possession du tribunal condamnent Vital Kamere, et si le juge tranche contre Vital Kamere, bien sûr qu'il devra faire la prison. C'est ce que nous voulons pour notre pays. Nous ne voulons plus d'une république des intouchables. Nous voulons que les gens qui détournent les deniers publics, les gens qui plongent dans la corruption puissent être sanctionnés selon les lois de la République. C'est le souhait, je pense, de tout Congolais qui digne de ce nom. Lorsque une personne dit que Kamere c'est un véritable joueur, il peut vous jouer en n'importe quand, en n'importe quel moment, dans cette affaire politique du temps de dossiers qui sont à sa charge. Vous aussi partagez-vous cet avis? Et lorsqu'il dit joueur, il fait allusion à quoi concrètement? Écoutez, Kamere est un politicien, comme tout autre politicien. Joueur. Il joue en la Cristiano Ronaldo, peut-être en la Messi. Bon, joueur, c'est trop dire. Parce que c'est quand même le chef d'un parti politique. C'est quand même le député le plus élu de la République. Et en tant que chef de parti politique, il a quand même pu faire sortir plus de 10 députés qui sont au Parlement. Il a plus de 5 ministres. C'est un acteur majeur
dans notre scène politique. Donc je n'aimerais pas utiliser certains qualificatifs rabaissants parce qu'il y a une très grande partie de la population qui lui fait confiance. Et il bénéficie, comme tout politicien d'ailleurs, qui a été élu, que ce soit au niveau de la députation nationale ou encore au niveau provincial, il bénéficie de ce qu'on appelle le préjugé des compétences. Donc, on ne peut que penser, jusqu'à preuve du contraire, que Vital Kamerhe est une bonne personne, est un bon politicien, c'est quelqu'un qui veut le bien de la population de la République démocratique du Congo. On peut bien retenir de Vital Kamerhe, il a toujours opté pour le bien-être de la population congolaise, mais d'entrée du jeu, vous parlez, vous étant opérateur économique, vous sentez il y a quand même quelque chose qui a baissé dans votre domaine, dans votre secteur. Alors, c'est Vital Kamerhe qui serait à la base de toutes ces situations désastreuses parce que l'argent ne se voyait même pas. Aujourd'hui, nous avons Vital Kamerhe, c'est lui qui était à la tête de beaucoup de disparitions de fonds de la République démocratique du Congo, encore moins de la population congolaise. Mais comment expliquez-vous ces paradoxes si aujourd'hui, on peut dire que Vital Kamerhe, toi, tu vas passer le reste de tes jours dans la prison centrale? Quelle sera la réaction de Seth Kikouni? La vérité est qu'en tant qu'opérateur économique, nous avons connu une régression l'année passée. C'est valide pour toutes les autres entreprises. Les travaux des sauts de moto à Kinshasa nous a beaucoup fragilisés. Non, Vital Kamerhe n'est pas l'auteur. Oh, mais comment ça? C'est la présidence. Mais nous avions. Non, mais quand ils ont pris le pouvoir, à limiter la personne qui a tenu le discours pour annoncer les 100 jours, ce n'était pas Vital Kamerhe, c'était le président de la République. C'est un programme. Il a donné une mission, un projet en fait, une vision, c'est à Vital Kamerhe d'exécuter avec ses collaborateurs. L'analyse fonctionnaliste oblige. On ne peut pas penser Vital Kamerhe en dehors du contexte présidence de la République. On doit d'abord tomber d'accord sur ce point-là. Vital Kamerhe est une partie du tout, est un élément dans la totalité. Et cette totalité, c'est la présidence de la République. Le programme des 100 jours, c'est le programme de la présidence de la République. Il y a eu problème de gestion, certes, et c'est un conflit interne qui a opposé peut-être le membre de l'UNC et de l'UDPS, à Vital Kamerhe. Et c'est ce que nous allons découvrir, parce que si Vital Kamerhe aujourd'hui est sous mandat d'arrêt provisoire, c'est probablement parce que il y a des indices sérieux de culpabilité. Mais comme je l'ai dit, on ne peut pas commenter sur une affaire juridique de façon très légère. Moi, mon analyse est purement politique. Et analyse politique oblige, je ne peux qu'interpréter les faits. Ce que nous voyons, c'est que vous observez, c'est ce que moi aussi j'observe, et je ne peux que partir des discours tenus par toutes les parties et les actes posés pour placer un commentaire. Lorsque Vital Kamerhe dit, il n'est pas le seul à gérer. Il y a aussi 9 autres collaborateurs autour de lui. On peut dire que c'est lui qui exécutait, n'est-ce pas, la vision du chef de l'État? C'est lui le directeur de cabinet. Oui. C'était lui le chef de cabinet. Mais il a parlé d'une équipe. Une équipe de la présidence. Il y avait aussi d'autres membres comme le gouverneur de la Banque centrale qu'il a cité. Il a cité d'autres ministres du gouvernement sortant. Mais comprenez aussi que le contexte dans lequel ce programme-là a été conçu, c'était un contexte où il y avait des tractations pour former un nouveau gouvernement. D'accord. Alors, le cash, en prenant le pouvoir, non mais cash en prenant le pouvoir était buté à une réalité. La réalité selon laquelle le FCC détenait presque tout le pouvoir au niveau du Parlement, au niveau législatif, au niveau de l'exécutif. Le FCC réclamait la majorité des membres du gouvernement et déjà au niveau du Sénat, le FCC avait la majorité et presque tous les gouverneurs étaient du FCC. Le cash avait une petite fenêtre pour montrer à la population que leur pouvoir pouvait offrir mieux que
le régime précédent. Exact. Ils ont saisi cette opportunité-là en improvisant, bien sûr, le programme de 100 jours pour faire de travaux. Mais ça a mal tourné. Ça a mal tourné. Et aujourd'hui, nous sommes à l'étape où ils doivent assumer les conséquences. Et selon le cash, selon la justice, selon la présidence, la personne qui nous a conduits à ce chaos, à cette catastrophe, c'est Vital Kamerhe. Et c'est ce que nous allons découvrir. Vital Kamerhe a le droit de se défendre. Et c'est la trahison de la part de Félix Tshisekedi. Vous vous souvenez, l'accord signé à G20, en Bruxelles, en G20. Il y avait un accord à Genève qui a mal tourné. Qui avait mal tourné. Après, Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi ont décidé de signer un autre accord à Nairobi. Je ne sais pas si c'est de cet accord-là que vous parlez. D'accord, de Nairobi. L'accord de Nairobi prévoyait le partage de pouvoir, d'abord pour ce gouvernement. Vital Kamerhe devait être Premier ministre. Mais les FCC a réclamé la primature. C'est sur ces points-là que moi je condamne Vital Kamerhe parce que il ne devait pas opter pour autre chose que la primature. D'accord. C'est quand même le député le mieux élu, comme je l'ai dit, et puis il a un parti politique qui a plusieurs députés. Le parti politique, c'est un cadre institutionnel d'expression politique. Parfois, être chef de parti politique, quand on a plusieurs députés et quelques membres du gouvernement, vous suffit. Le poste de directeur de cabinet, ce n'est pas une fonction qui incarne Vital Kamerhe, enfin, ce qu'il représente, notre scène politique. C'est de la trahison. Non, ce n'est pas de la trahison. Mais il avait tort. Non, non, il avait tort. Il avait tort. Il avait tort de faire ce choix-là. Il avait tort de choisir de devenir directeur de cabinet. C'est ce que moi je lui reproche. Mais c'est que moi, non, ce n'est pas la trahison. Mais je pense aussi que l'UDPS, à travers son communiqué sur la neutralité, ils ont fait preuve de lâcheté, à mon avis. Parce que la justice ne s'est pas encore prononcée sur Vital Kamerhe. On ne lâche pas, on ne tourne pas le dos, on ne prononce pas sa neutralité à cette étape de l'instruction. C'était encore très tôt pour se prononcer. C'est ce que moi je reproche justement à l'UDPS. Je reproche aussi à l'UDPS le fait qu'ils ont décidé, en retard, de remplacer Vital Kamerhe. Et cela arrive immédiatement. Donc il n'a plus sa place. C'est sans dire Kaba. Et l'ordonnance dit que lorsque le directeur de cabinet est empêché, le dire Kaba d'ailleurs, selon l'ordre de préséance, selon la préséance. Ça dégage une odeur nauséabonde en regardant, en faisant la symbiose de ce qui se passe au niveau de la justice. Oui, justement, raison pour laquelle j'ai dit, lorsque vous observez, il y a tout un enchaînement d'actions qu'il faut vraiment suivre de près. Parce que jusque-là, Vital Kamerhe gardait son poste de directeur de cabinet. Le jour du procès, il a pris la parole pour insister sur sa fonction. Il a dit qu'il a agi en tant que directeur de cabinet, il a agi sous les ordres du président de la République. C'est au lendemain de cette déclaration que le président de la République décide de rédiger une ordonnance pour remplacer Vital Kamerhe, qui d'ailleurs n'était pas nécessaire, parce que déjà l'ordonnance originale, l'ordonnance de départ prévoyait son remplacement automatique. En cas d'empêchement. Donc la présidente de la République aussi a voulu donner un message. Et puis il fallait voir lorsque le porte-parole du président est allé lire cette ordonnance-là, il fallait voir son soulagement, il fallait voir comment est-ce qu'il le faisait avec sourire. Cela veut dire qu'il y a un certain soulagement aussi de la présidence. C'est ce qui m'a un peu dérangé. Mais je suis curieux de voir la suite. Je suis curieux de voir comment Vital Kamerhe va rebondir, comment il va se défendre et comment il va impliquer peut-être la présidence dans tout ce qui s'est passé. Alors, au regard de cette situation, vous ne pensez pas que cela pourrait attancher sur
l'alliance faite entre l'UDPS et l'UNC et au regard de cette problématique. Et d'ailleurs, les militants de l'UDPS qui initiaient d'ailleurs la marche objectif étaient des dénoncer, n'est-ce pas, le détournement qui se faisait par rapport à la construction des sols de moutons. Alors aujourd'hui, nous avons le fameux Vitali Kamere qui se retrouve au niveau de la justice là-bas avec son procès. On peut dire que cette relation sera bel et bien coupée entre l'UDPS et l'UNC parce que ça sent déjà les roussis. Sef Kikouni. C'est encore trop tôt pour le dire parce que les ministres de l'UNC sont toujours dans le gouvernement. Il n'y a jusque-là aucune démission, encore moins des déclarations contre le président de la République. Ils avaient fait des déclarations de soutien. Non, mais ils avaient fait des déclarations. Le leader PEP aujourd'hui déclaré non, je ne vais pas voir tout le monde là-bas dans ces gouvernements, donc démissionnez-vous. Mais il y aura aussi des récalcitrants par rapport à cette annonce. C'est une possibilité, mais il n'y a encore eu rien de tel. D'accord. Raison pour laquelle ce n'est pas bien pour nous de commenter sur quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Jusque-là, on voit les ministres de l'UNC collaborer avec le président de la République. Baudouin Mayo est encore là. Joliné Makelele est encore là. Billy Kambale est encore là. Molendo Sakombi est encore là. Voilà, donc on ne peut pas mais ils peuvent rester silencieux, mais tout en gardant quelque chose de surprise. Non, c'est question d'être prudent. Ils sont simplement prudents. Comme je l'ai dit, tout peut arriver dans ces procès. Tout peut arriver. Voyons d'abord son déroulement, l'aboutissement. C'est ce que nous attendons. Et si l'aboutissement n'est pas heureux, quelle sera leur réaction? On verra, je ne sais pas. Tout dépendra de ce que Vital Kamere va dévoiler par rapport à cette affaire et les preuves qu'il va mettre sur la table pour inculper d'autres personnes en regardant du comité. La schématisation de cette affaire, l'aboutissement ne sera pas du tout heureux. C'est une probabilité. Parce qu'il y a des indices. C'est une probabilité, il faut s'attendre à tout. C'est la justice, hein? C'est une probabilité. Comme je l'ai dit, la justice, le parquet, prétend avoir des éléments qui peuvent... le ministère public prétend détenir des éléments qui peuvent inculper Vital Kamere. Mais comme je l'ai aussi dit, il bénéficie jusque-là de la présomption d'innocence. C'est au tribunal de trancher et c'est ce que nous allons tous découvrir. Bien que le fait de bénéficier de cette présomption d'innocence, Sef Kikouni, que pensez-vous de la carrière politique de Vital Kamere au regard de cette Ça dépendra justement de l'issue du procès. S'il est condamné aujourd'hui, il va perdre plusieurs droits. Il ne pourra plus se présenter comme candidat président parce que vous le savez, quelqu'un qui est impliqué dans la corruption ne peut pas briguer la magistrature suprême. C'est ce que nos lois disent. Donc ça sera déjà l'une des conséquences de ces procès. Mais il se peut aussi qu'il soit innocenté. S'il est innocenté, cela voudra dire que Vital Kamere reviendra en force dans notre scène politique. Mais déjà, ça sent l'air aussi, hein, Sef Kikouni. Alors, nous allons également lire, lorsque vous dites, si la justice pénale tranche en toute transparence, si les vrais coupables sont sanctionnés et on décide de fouiner dans le passé, la scène politique deviendra moins attractive aux oisifs et opportunistes. Qui sont ces oisistes? Qui sont ces oisifs et opportunistes dont vous faites allusion ici? Et puis vous avez ajouté pour dire, vous avez paraphrasé pour dire et conclu, le monde d'affaires est ouvert à tous, il faut travailler. Voilà, qu'en est-il juste? Donc il y a deux questions en concomitance. Ça fait pratiquement plus de 18 ans que le terme corruption revient toujours dans la scène politique. Lorsqu'on parle politique, on parle corruption. Et les politiciens aujourd'hui sont considérés comme les gens qui ne travaillent pas pour l'intérêt général, mais pour leur propre intérêt. Pourquoi? Parce qu'ils prennent ce qui appartient à l'État et utilisent pour leur propre bénéfice. C'est dû à plusieurs facteurs, mais l'un des facteurs importants, c'est le fait que les gens qui
entrent en politique en République démocratique du Congo sont généralement des gens qui n'ont pas connu de carrière dans le privé. Ce que j'ai essayé de dire dans ces tweets-là, c'est simplement que la politique, la scène politique, doit être une scène qui réunit le meilleur de la société. Les gens doivent avoir une vie avant d'entrer en politique. Vous pouvez être mécanicien, mais vous êtes très bon dans votre domaine. Demain, vous pouvez décider de rejoindre un parti politique et devenir politicien. Vous pouvez faire un très bon ministre de l'industrie. Vous êtes dans vos affaires, je suis opérateur. Vous avez jugé bon d'entrer dans la politique et ça n'a pas marché. Non, mais il ne faut pas dire que ça n'a pas marché. C'est une question, mais c'est à vous d'analyser, d'argumenter par rapport à ça. Je suis opérateur économique, mais à la base, je suis politologue. La politique, c'est ce que j'ai étudié. J'ai fait la licence, la maîtrise, une partie de doctorat en sciences politiques, donc, relations internationales. Mais ils veulent s'enrichir dans la politique. J'avais fait la politique avec l'ambition de devenir politicien un jour. Mais j'étais aussi... président de la République. Si, même président de la République. Mais j'étais aussi convaincu que la meilleure façon pour moi d'entrer en politique était de me créer d'abord mes propres moyens. Je me suis lancé dans les affaires. J'ai fait les affaires et je suis venu avec mes propres moyens, mes moyens propres pour me lancer en politique. Parce que je veux servir mon pays de la meilleure façon possible. Et j'ai participé à l'élection présidentielle, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, je continue avec mon business et je continue. Non, mais je continue aussi d'évoluer comme acteur politique. Je suis très actif en ce qui concerne l'actualité politique. Je fais pression quand il faut faire pression. J'ai une très forte équipe qui m'accompagne. J'ai beaucoup de gens qui s'inspirent de moi, beaucoup de jeunes. Je me constitue une base solide et je continue sur cette voie politique. Contrairement aux autres. Je ne suis pas là pour me comparer aux autres, à chacun de faire son évaluation. Moi, je fais l'évaluation de l'acteur politique Seth Kikuni. Donc, je suis d'avis que la scène politique doit réunir le meilleur. Mais ce qui se passe en République démocratique du Congo aujourd'hui est que, à cause du chômage, les gens finissent l'université. Et le premier réflexe, il y a de l'opportunisme dans la politique. Oui, voilà, le premier réflexe, c'est rejoindre un parti politique pour devenir militant et ensuite politicien. Mais lorsqu'on entre en politique et qu'on n'a pas les moyens conséquents, on n'a pas, on n'a jamais, voilà, on n'a jamais même touché, voilà, touché à quoi que ce soit. Exactement, vous entrez comme ça, vous entrez comme avec ça. Avec un mental, je dirais. Et lorsqu'on vous donne, par exemple, inadéquat. Voilà, on vous donne un ministère, on vous donne une entreprise publique qui a un budget de dizaines de millions de dollars, vous serez tenté à détourner cet argent-là pour améliorer la qualité de votre vie. Savez-vous qu'il y avait certaines allégations qu'on faisait sur la personne de l'actuel président, Félix Antoine Tshisekedi. Il n'a rien travaillé, mais comment il va gérer cette République? Non, on ne saura pas, mais aujourd'hui, Félix Antoine Tshisekedi est en train de gérer. Mais est-ce qu'il faut gérer quelque chose? Il faut seulement avoir de l'expérience, ou par contre, l'expérience, ça c'est qui en travaillant? Comment expliquez-vous ces paradoxes? L'expérience vient en travaillant. Bien sûr que oui. Et il y a plusieurs façons de travailler. Je crois que Félix Tshisekedi, avant de devenir président de la République, était chef de l'UDPS. L'UDPS est un très grand parti politique. L'UDPS en tant que parti est structuré. Là, nous parlons d'une très grande organisation. Et cette organisation, à elle seule, peut donner à une personne de l'expérience qu'il faut. Et puis, Félix Tshisekedi a évolué, contrairement à ses autres frères, aux côtés de son père, qui pendant 2 années a été dans la scène politique et dirigé le parti qu'il a lui-même hérité. Donc en termes d'expérience, je crois que dans son parcours de militant et de politicien, il a beaucoup appris. Et puis on parle souvent de sa carrière aussi dans le privé. Il a quand même fait quelques petits business à gauche, à droite, en Belgique. Et tout ce travail, c'est le travail... Enfin, ce travail, c'est celui de la CENI. C'est à la CENI, en recevant les candidatures, les dépôts des candidatures des citoyens congolais, c'est à la CENI d'évaluer et de contrôler toutes ces choses-là. Et je crois que la CENI l'a fait. Moi, j'ai déposé ma candidature. J'ai présenté à la fois mon expérience professionnelle et aussi mes diplômes. Mes diplômes suffisaient pour être candidat, mais j'ai aussi présenté mon expérience professionnelle. Il y en a qui ont présenté seulement leur expérience professionnelle, d'autres ont présenté leur diplôme. Mais le constituant a fixé les critères nécessaires pour
voilà, devenir candidat et nous ne pouvons que nous tenir à ces critères-là. Mais comme je l'ai dit, moi je suis d'avis que la scène politique doit réunir le meilleur. Et les meilleurs sont généralement formés dans le secteur privé. Dans le secteur privé. Vous êtes aussi convaincu que la prochaine élection, bien sûr, à la présidentielle de 2023, Seth Kikouni va-t-il postuler encore? Déjà, nous allons lancer notre parti politique cette année. J'avais dit au départ, depuis le jour où j'avais déposé ma candidature, que la politique sera le plus grand investissement de ma vie. J'ai déposé la candidature, j'ai bénéficié de plusieurs acquis que j'essaie de capitaliser maintenant. Il y a une très forte pression de la part des gens qui nous aiment, qui demandent à ce que nous puissions créer notre parti politique. La pandémie du Covid nous a un peu perturbés, mais cette année, nous aurons notre parti politique. Une fois que nous avons notre parti politique, nous allons l'implanter dans toute la République. Une fois que le parti sera implanté, nous allons passer au recrutement pour nous préparer pour 2023. Nous viendrons cette fois-ci avec plusieurs... Vous serez nous viendrons cette fois-ci avec plusieurs candidats et au niveau provincial et au niveau national. Là, je parle des candidats députés. Et nous verrons, selon la circonstance, à condition que, bien sûr, il y ait une très bonne réforme de la CENI, si nous allons, une fois de plus, nous représenter comme candidats à l'élection présidentielle. Seth Kikouni, l'actualité n'est pas simplement l'affaire qui oppose Vital Kamerhe à la justice congolaise. L'actualité, c'est aussi affaire de l'évêque Pascal Mukuna, le président de l'éveil patriotique. Alors, d'abord, qu'est-ce que vous avez à dire? On peut dire que cet homme était dans les collimateurs du Front commun pour les Congo, dans le but de ternir son image après ces allégations faites dans des médias, vous les savez. On peut dire ainsi, vous aussi, vous confirmez cette information? C'est trop tôt pour le dire, parce que jusque-là, il y a une femme qui... Il y a une femme, mais bien sûr... Non, mais il y a une femme, il y a une femme du nom... Non, mais il y a une femme du nom de Chibola qui accuse le pasteur Mukuna de viol et de plusieurs autres faits. Il y a aussi la famille Kabila qui s'est surgie. Non, mais ça vient... Tout ça, ça vient après. Ouais. D'abord, il y a une femme. Nous avons vu des images qui n'ont pas été truquées. Il ne s'agissait pas de montage. Nous avons vu de nos propres yeux ce qui s'est passé. Des vidéos largement diffusées. Voilà, il y a une personne qui dit qu'elle est victime de Mukuna. Et Mukuna a été d'abord arrêté pour cela. L'autre dossier concernant le FCC, comme je l'ai dit, c'est encore trop tôt pour conclure qu'il y a manipulation du FCC. On peut déjà y analyser, mais ça ne dérange pas, mais parce que ça déjà... Ça sera de la pure spéculation. Comme j'ai dit, je ne veux pas plonger dans les spéculations. Moi, je vous dis ce que je vois, ce que j'observe, et ce que j'observe est que Mukuna a un problème avec une femme dénommée Chibola. Et nous devons attendre le jour du jugement pour en découvrir plus. Pour les Congo. Il n'y a pas de problème contre Kabila? Écoutez, Mukuna n'est pas le seul à dénoncer le régime Kabila. Il n'est pas le seul à dénoncer la gestion de Kabila. Je dénonce la gestion de Kabila. Je suis d'avis que Kabila a très mal géré ce pays. Je l'ai dit pendant la période électorale, je continue à le dire. Mais entre-temps, j'essaie d'être équilibré. Je suis contre le fait que l'anticabilisme puisse devenir l'idéologie par défaut de l'opposition congolaise. Je suis contre le fait que l'anticabilisme doit servir de langage de contestation nationale. On ne peut pas chercher à devenir célèbre en citant à tout moment le nom de Kabila. Ce n'est pas pour cela qu'on fait la politique. La politique, c'est question de proposer un système à la place de notre... sa gestion. Il a mal géré, c'était lui le président de la République. Joseph Kabila comme nous, comme Félix Tshisekedi. En 2006 et en 2011, ils étaient présentés comme candidats. Il était venu avec un projet de société. Il avait fait des promesses. Il a été élu malgré les contestations en fonction de ce projet-là. Mais est-ce qu'il a réalisé ses promesses? Mais non, c'est la question que tout le monde se pose. C'est l'évaluation que nous pouvons faire. S'il n'a pas réalisé toutes ses promesses, c'est tout à fait normal que nous, aujourd'hui, en tant qu'acteurs politiques, nous puissions évaluer sa gestion. Et puis, deuxième point, Joseph Kabila, aujourd'hui,
il est en possession d'un empire financier constitué de plusieurs entreprises. L'ex-première dame aujourd'hui, Olive Lembe Kabila, prétend avoir un champ qui peut nourrir la population de toute la ville de Kinshasa. Mais est-ce que, la question qu'on se pose aujourd'hui, est-ce que le pouvoir Kabila a laissé à la ville de Kinshasa un champ de telle envergure? Mais non. Si l'ex-première dame peut, à titre privé, organiser un champ et être en mesure de nourrir toute la population de Kinshasa, cela veut dire que le pouvoir Kabila aussi pouvait nourrir la population de Kinshasa en investissant dans l'agriculture. Attendez. Allez-y. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. Kingakati est géré comme une entreprise. Mais les entreprises publiques sont en faillite. C'est ce que nous critiquons, c'est ce que nous reprochons au régime passé et c'est tout à fait normal que nous puissions les reprocher. Vous reconnaissez au moins que Joseph Kabila Kabange, qui dans son régime avait dénoncé l'incompétence, n'est-ce pas, de quelques de ses collaborateurs, il a affirmé qu'il n'y a même pas 15 personnes qui pouvaient l'aider. Est-ce que ce président l'avait mal fait? Oui, on ne parle pas de la personne de Joseph Kabila Kabange, mais on parle plutôt de sa gestion. Vous avez jugé sa gestion était si mauvaise, mais alors s'il faut faire les parallélismes entre celle de Félix Tshisekedi, que diriez-vous? Déjà à un an, on voit toujours des fiascos avec des constructions d'essais de moutons qui ne se terminent même pas, alors que vous êtes en train de dire, vous, en fait, crier tout haut, et ce qu'il a fait, et c'est vraiment purement mauvais. Comment ça? Déjà, la force et la faiblesse d'un dirigeant, d'un bon gestionnaire, sont ses collaborateurs. Et un bon gestionnaire, un bon dirigeant doit être en mesure de choisir de bons collaborateurs. Si vous échouez sur ces points-là, votre gestion aussi sera catastrophique. Joseph Kabila était président de la République, il pouvait choisir n'importe qui. Alors dire qu'il n'avait pas de bons collaborateurs n'est pas une bonne excuse. Parce que dans le domaine privé, au niveau de ces entreprises, il arrive à gérer. Et ce sont des entreprises qui sont beaucoup plus prospères que les entreprises étatiques. Cela veut dire qu'il a des bons collaborateurs. Il pouvait travailler avec les mêmes collaborateurs dans la gestion de la chose publique. Donc le choix des collaborateurs dépend de la personne qui veut diriger. Et si vous faites déjà le choix des mauvais collaborateurs, vous ne pouvez pas vous dédouaner pour dire que c'était la faute des collaborateurs. Non, c'est votre faute parce que c'est vous les dirigeants, c'est vous qui avez fait ce choix-là. C'est comme ça que nous devons analyser les choses. Joseph Kabila, s'il n'avait pas de bons collaborateurs, c'était de sa faute. Félix Tshisekedi, s'il n'a pas de bons collaborateurs, c'est de sa faute. Et parlant maintenant de la gestion de Félix Tshisekedi, vous avez raison, jusque-là, c'est presque une catastrophe. On avait bien commencé, on était bien parti, mais aujourd'hui, nous connaissons plusieurs difficultés. Pour son régime, le programme de 100 jours a ralenti l'économie. Cette année, malheureusement, nous faisons face à la crise sanitaire, le coronavirus, qui a fait que toutes les entreprises puissent fermer pendant 2 mois. Cela aura bien sûr des répercussions l'année prochaine. Dans l'année prochaine, nous devons travailler pour relever encore une fois de plus notre économie. Est-ce que ça sera possible? Je ne le sais pas encore. Et après l'année prochaine, nous serons déjà en 2022. Le bilan de Félix Tshisekedi pour cette deuxième année, ça sera fiasco, on peut dire ainsi, pour ne pas dire son quinquennat. Oui, bon, c'est mondial, mais au niveau local, on ne peut pas dire que voilà, il y aura des miracles comme tel. Mais lorsqu'on dit le peuple d'abord, on peut dire que ce slogan n'a pas sa raison d'être. L'UDPS est un parti de gauche. Vous savez, les partis de gauche développent généralement de tels slogans. C'est normal. Moi, je ne soutiens pas les idéologies de gauche parce que je trouve certaines choses par rapport au développement avancé par les partis de gauche comme vagues et irréalistes, voire utopistes. Dans le peuple d'abord, c'est un discours qui ne valorise pas l'individu. Et moi, j'ai toujours été d'avis que lorsqu'on fait de la politique, il faut valoriser d'abord l'individu. Il faut parler de chaque personne. Il faut
promettre à chaque personne ce que vous allez faire pour lui. Lorsque vous parlez du peuple, à la fin, on se pose la question, mais c'est qui le peuple? Donc on peut changer ce slogan. C'est juste un concept. D'abord en le peuple dernier. On peut dire ainsi? Non, le peuple d'abord peut rester, mais il fallait que ça soit accompagné de notre slogan beaucoup plus concret. Mais il n'y a pas de slogan concret à côté du slogan le peuple d'abord. Aujourd'hui, Pascal Moukouna, à la prison centrale de Makala, selon vos allégations faites de tout à l'heure, il n'était pas dans les collimateurs du Front commun pour les Congos, mais c'était plutôt un procès, un dossier qu'il oppose à une dame au nom de Mamie Chibola. Alors, on peut dire que la justice de notre pays fait bien son travail. Ça, c'est la toute dernière question de notre émission. C'est très tôt pour le dire. L'instruction vient de commencer. Et il faut que la justice tranche de façon impartiale. Il faut qu'il y ait une forme d'objectivité dans le processus, c'est ce que nous voulons voir. Il ne faut pas que Vital Kamerhe puisse simplement être victime des gens qui veulent se débarrasser de lui pour des raisons politiques. Si nous voyons tout cela à la fin de ce processus, là nous pourrons dire que nous avons fait un très bon pas vers l'instauration d'une justice vraiment indépendante et qui va profiter à court terme, à moyen terme et à long terme à cette nation. Encore faut-il que cette justice puisse avoir le courage de fouiner dans le passé. De fouiner dans le passé. De fouiner dans le passé, c'est important. Parce que Vital Kamerhe, oui, il n'est pas encore jugé, il n'est pas encore condamné. Mais après Vital Kamerhe, il faut que d'autres dossiers puissent suivre. Parce qu'apparemment, nous avons entassé plusieurs autres dossiers dans les placards. 30 secondes par rapport à la gestion du Covid-19 en République démocratique du Congo. Vous regardez l'objectif de votre caméra. Le coronavirus est une maladie qui tue. Je l'ai dit, je continue à le dire. Et je suis fortement impliqué dans la vulgarisation des gestes barrières et du port de masque. Mais en même temps, je suis d'avis que la politique de riposte est beaucoup plus fantaisiste. On peut faire mieux. Nous sommes dans l'obligation aujourd'hui de déconfiner la commune de Gombe parce que ça me paraît désormais comme une forme de discrimination. Gombe n'est plus l'épicentre de la maladie. D'autres zones ont beaucoup plus de malades, mais ces zones-là ne sont pas confinées. C'est comme si l'État ne suit pas de très près ces zones-là. Nous, la politique de riposte me paraît comme une forme de riposte pour simplement impressionner le monde. Ce n'est pas ce que nous voulons. La vie de nos compatriotes, les vies des compatriotes, de nos compatriotes, pardon, sont en danger. Nous devons vraiment mettre du sérieux dans ce que nous faisons pour non seulement multiplier le nombre de tests réalisés par jour, mais aussi prendre réellement en charge ces personnes-là malades pour que nous ne puissions pas vivre l'hécatombe dans notre pays. Merci Sef Kikouni. Voilà, c'était le dernier message de cette émission Autour du Plan. Avec lui, nous avons parlé en ce qui concerne l'actualité politique de l'heure. Alors vous les connaissez très bien, il n'est pas une figure à présenter. Candidat malheureux à la présidentielle de 2018. J'espère que ça ne sera pas la dernière fois d'être sur ce plateau avec nous. Ce n'est pas la dernière fois, je reviendrai autant que vous allez m'inviter. D'accord. Merci. Ça n'est donc fini. Autour du Plan revient. À bientôt. Merci. Merci.